Nous venons d'évoquer l'imposition sur le patrimoine. Nous passons à présent, toujours dans cette première section, à la question de l'imposition sur le revenu. La question de l'imposition du revenu. Effectivement, le revenu du contribuable, en France comme ailleurs, peut constituer une base imposable intéressante pour le législateur, pour l'État. Ce type d'imposition soulève toutefois des questions nombreuses concernant aussi bien la définition du revenu objet de l'impôt que les modalités de cette imposition. En ce qui concerne la définition du revenu, le revenu objet de l'imposition du revenu peut faire l'objet de deux définitions principalement. Première définition, une définition proche du droit civil des régimes matrimoniaux, qui peut être reprise en droit fiscal. Le revenu s'analyse alors comme une somme d'argent qui provient d'une source permanente, d'une manière périodique. Il peut s'agir par exemple du loyer retiré d'un immeuble, des dividendes provenant d'actions ou d'un salaire qui résulte d'un travail. Dans cette optique, le revenu présente trois caractéristiques. C'est un revenu monétaire, c'est-à-dire qu'il s'agit d'argent ou d'une richesse susceptible d'être directement convertie en argent. Le revenu est ensuite une richesse qui provient d'une source permanente. Cela ne signifie pas que la source du revenu soit pérenne, mais simplement que la production du revenu ne tarit pas sa source. Pour le dire encore autrement, la production du revenu ne tarit pas la ressource. Enfin, le revenu, au sens de cette définition, a un caractère périodique, ce qui ne signifie pas que le revenu soit régulier. Par exemple, une maison peut demeurer sans locataire, des actions peuvent ne pas produire de dividendes, une personne peut se trouver sans emploi. Le caractère périodique signifie que le revenu est susceptible de revenir, se présenter à nouveau. Dans cette approche, la conception du revenu est relativement étroite. Une autre définition plus large peut également être retenue. Il s'agit de la définition économique du revenu. Et dans cette perspective, eh bien, donc on s'éloigne ici un peu de la perspective, disons, ou de la définition proche du droit civil des régimes matrimoniaux. C'est la définition économique du revenu et ici constitue un revenu, tout produit effectif, périodique ou non, qui se traduit par un enrichissement réel, l'enrichissement désignant tout ce qu'un individu peut dépenser sans s'appauvrir. Donc le revenu, dans cette perspective, va présenter plusieurs caractéristiques, et trois caractéristiques qui le distinguent du revenu au sens civiliste qu'on évoquait précédemment. Premièrement, c'est un revenu qui n'est pas nécessairement monétaire. Ça veut dire qu'on va aussi pouvoir imposer éventuellement un avantage en nature, qui sera regardé comme un revenu au sens économique du terme. Deuxièmement, la distinction entre la source et le revenu s'estompe. Par exemple, l'enrichissement lié à l'augmentation de la valeur du capital constitue un revenu dans cette perspective, alors même qu'on n'aurait pas cédé son capital pour obtenir la plus-value en question. Troisièmement, le revenu n'est plus périodique. Il peut s'agir d'une plus-value réalisée sur l'invente d'un bien, même si ce type de revenu ne reviendra pas. Et cette seconde conception du revenu présente, on le perçoit tout de suite, un véritable intérêt pour l'État à partir du moment où elle permet d'élargir assez nettement la base de l'impôt sur le revenu que le législateur souhaiterait éventuellement instituer. Alors je voudrais attirer à présent votre attention sur la question de l'imposition des plus-values, parce que parmi les différentes formes de revenus qui sont susceptibles d'être imposés, lorsque le législateur décide d'instituer un impôt sur le revenu, les plus-values soulèvent des questions particulières et justifient que l'on s'y attarde un peu. La plus-value peut être définie comme l'augmentation de la valeur d'une chose qui n'a subi aucune transformation matérielle. Par exemple, on achète un terrain qui acquiert une valeur plus importante en devenant constructible. Par exemple, on détient, parce qu'on l'a acheté aux enchères, un tableau d'un artiste peu recherché à l'époque,
Et le temps aidant, et les aléas du marché de l'art étant ce qu'ils sont, l'artiste devient l'auteur d'œuvres extrêmement prisées des collectionneurs. Dans la conception civiliste, les plus-values ne sont pas constitutives de revenus, puisqu'elles constituent des gains exceptionnels. Elles ne peuvent pas être imposées dans cette perspective. En revanche, d'après la définition économique, il s'agit bien d'un revenu, et ce revenu donc peut être soumis à l'impôt. L'imposition des plus-values va poser des problèmes tout à fait délicats, et le plus délicat peut-être, c'est de savoir à quel moment le gain réalisé doit être intégré dans la base d'imposition. La solution logique consisterait a priori à intégrer la plus-value à partir du moment où elle est enregistrée, à partir du moment où elle est constatée, où elle devient certaine. Mais cette solution se heurte à une limite. La seule constatation d'une plus-value ne procure pas aux contribuables les disponibilités qui sont nécessaires pour s'acquitter du paiement de l'impôt dû à raison de cette plus-value. Et puis, apprécier l'existence d'une plus-value suppose quand même une connaissance particulièrement fine du patrimoine du contribuable. Par conséquent, eh bien, la plupart des systèmes fiscaux renoncent à imposer les plus-values au moment où elles sont constatées, où elles s'accomplissent. Ils préfèrent imposer ce type de revenus, les plus-values donc, au moment où le bien qui donne lieu à une plus-value est cédé par le contribuable. Pour reprendre l'exemple de notre tableau, eh bien, le tableau a pris 10 millions d'euros en l'espace de 20 ans. Eh bien, au moment où le contribuable le vend, le différentiel entre le prix d'achat et le prix de vente est versé dans sa base d'imposition et donne lieu au versement d'un montant d'impôt. L'imposition des plus-values rencontre également d'autres difficultés. Il y a d'abord le problème de la détermination de l'existence d'une plus-value, de son importance également. Il faut en particulier tenir compte de la dépréciation monétaire, parce que la plus-value peut très bien n'être qu'apparente, liée aux aléas des fluctuations de la masse monétaire. Et donc des systèmes de correction doivent être mis en place pour éviter cela, ce qui est source de difficultés. Et puis, la plus-value, c'est souvent un gain massif. Je renvoie à l'exemple du tableau qu'on vient de mentionner à l'instant, qui est concentré sur une année en particulier dans la vie fiscale du contribuable. Et lorsqu'elle est assimilée à un revenu, cela veut dire que la base d'imposition du contribuable va se trouver accrue très nettement au cours d'une année déterminée. Et donc son impôt également va se trouver accru très brutalement. L'administration fiscale va donc être conduite à mettre en place des systèmes de paiement étalés de l'impôt qui viendront également compliquer l'imposition de cette matière imposable. Ce sont des dispositifs qui visent à éviter de peser trop lourdement ou de faire peser trop lourdement ou trop brutalement l'impôt sur la situation du contribuable. Autant de motifs, on le voit, qui aboutissent au fait que l'imposition des plus-values n'est pas toujours recherchée par les États. Fin de ces développements donc consacrés au cas particulier des plus-values, il nous reste à voir, s'agissant de l'imposition des revenus, les différentes modalités d'imposition que l'on peut retenir s'agissant de cette base d'imposition. Il y a d'abord les impôts particuliers sur le revenu. Les impôts particuliers sur le revenu, ce sont des impôts sur le revenu qui frappent chacun une catégorie de revenus. On parle aussi de cédules. Et dans cette hypothèse, il est créé une série d'impôts sur le revenu, chaque impôt frappant une catégorie de revenus distinguée par le législateur. Solution qui a au moins deux conséquences. D'une part, un contribuable peut être imposé au titre d'une catégorie déterminée, alors que sur l'ensemble de ses activités, il peut très bien n'avoir réalisé aucun profit. On peut avoir dégagé des revenus dans la catégorie des revenus fonciers, et donc payer un impôt sur les revenus fonciers très élevé, et puis dans d'autres catégories, être déficitaire.
eh bien dans ce cas, le déficit ne sera pas reporté. On aura un impôt nul d'un côté, un impôt très important de l'autre, sans compensation possible. C'est une forme de relative brutalité de l'impôt contre lequel le législateur, pour le coup, aura du mal à lutter s'il retient la solution d'impôts juxtaposés frappant chacun une catégorie de revenus. J'ajoute que ce type d'imposition du revenu ne se prête pas à la personnalisation de l'impôt. Deuxième solution, deuxième piste, deuxième modalité, l'impôt général sur le revenu. C'est l'autre grande forme d'imposition du revenu qui s'offre au législateur fiscal. Il s'agit cette fois de soumettre à un impôt unique la somme dont il est fait masse de l'ensemble des revenus appartenant aux différentes catégories de revenus que l'on pourrait distinguer. C'est une solution qui permet, à la différence de la précédente, de saisir l'ensemble de la situation du contribuable d'un seul regard et de mieux connaître ses facultés contributives et donc de personnaliser son impôt. C'est aussi une modalité qui permet, en conséquence, de faire ce que l'on disait qu'on ne pouvait pas faire dans le cas précédent, c'est-à-dire de compenser éventuellement un fort déficit du côté de telle catégorie de revenus en l'imputant sur, ou en le prenant en compte lorsqu'on fait la somme de l'ensemble des revenus perçus dans les différentes catégories, ce qui peut venir atténuer un revenu très élevé dans une des catégories. Abaisser donc le niveau global de la matière imposable. Il faut toutefois signaler qu'en dépit de cet intérêt, l'impôt général sur le revenu présente aussi certaines limites. Et en particulier, c'est un impôt, l'impôt général sur le revenu, qui permet difficilement de réaliser des discriminations en fonction des catégories de revenus. Autrement dit, dans ce cadre, il est difficile, il est malaisé de faire varier l'impôt en fonction du type de revenu. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir en évoquant dans une future leçon l'impôt sur le revenu en France, tel qu'il ressort des choix du législateur français. Venons-en en guise de conclusion de ces développements sur l'imposition du revenu à quelques critiques qui sont adressées à cette forme d'imposition en général. D'une part, l'imposition du revenu est souvent considérée comme une incitation à travailler moins, dans la mesure où un surcroît d'activité entraîne une augmentation de revenus, mais également une augmentation d'impôts. Il faut savoir qu'en réalité, l'aménagement de l'impôt sur le revenu permet de diminuer ce type d'effet. Et d'autre part, on remarque également que lorsqu'elle est pratiquée, l'imposition du revenu présente souvent un caractère progressif. Or, la progressivité a pour effet de faire peser la plus grande charge de l'impôt sur les revenus les plus élevés. Ceux-ci sont considérés comme les plus susceptibles d'épargner, pourtant, dit-on, et donc d'investir, de stimuler l'activité économique, conséquence de quoi l'imposition du revenu suscite des réserves. Il faut savoir cependant que la progressivité de l'impôt, question que nous aurons l'occasion d'aborder encore à de nombreuses reprises, la progressivité de l'impôt est un élément réel de justice fiscale et qui, dans le cadre de l'imposition du revenu, trouve toute sa place de ce point de vue-là. De plus, un impôt général sur le revenu peut être personnalisé, peut prendre en considération la situation personnelle du contribuable et vient, le cas échéant, atténuer les effets de cette progressivité de l'impôt. Nous passons à présent à la question de l'imposition de la dépense. Imposition de la dépense qui frappe la richesse à partir du moment où elle sort du patrimoine du contribuable, c'est-à-dire lorsque le contribuable utilise sa richesse, emploie sa richesse pour consommer. L'imposition de la dépense est un impôt qui peut être beaucoup plus indolore que les autres, ça dépend de la façon dont il est aménagé, et dont le recouvrement est donc d'autant plus facilité. Effectivement,
À partir du moment où l'impôt s'incorpore ici au prix du produit, eh bien, le contribuable final ne l'isole pas du prix et en supporte relativement facilement la charge. Ce type d'imposition peut s'opérer selon des modalités diverses et en particulier, l'impôt peut être calculé sur la base d'une unité de mesure ou sur la base du prix qui est objet de la consommation. L'impôt peut aussi être calculé au stade de la fabrication de l'objet ou au stade de sa consommation. On distingue par ailleurs, au-delà de ces choix, deux grandes techniques d'imposition de la dépense. La première de ces techniques, c'est celle des impôts particuliers sur la dépense. Ces impôts frappent certaines dépenses définies par le législateur. Il peut s'agir de dépenses qui portent sur des produits de première nécessité. Il peut s'agir de dépenses de consommation de denrées de luxe ou de dépenses portant sur des produits de consommation courante. C'est ainsi qu'on les distingue. En ce qui concerne les impôts sur les dépenses qui portent sur des produits de première nécessité, ce sont des impôts qui ont une assiette très large. Ils frappent des produits dont la consommation s'impose à tous. Et même lorsqu'ils comportent un taux faible, ces impôts offrent donc très logiquement un bon rendement. C'était le cas autrefois de la gabelle, le fameux impôt sur les dépenses de sel. Et on le perçoit tout de suite par ce rappel. C'est un impôt qui n'est pas très juste, frappant les produits de première nécessité dont on ne peut pas éviter la consommation. Pour cette raison, les impôts sur la consommation des produits de première nécessité vont se rencontrer surtout dans les systèmes fiscaux anciens, plus préoccupés par la productivité de l'impôt que par la justice fiscale. Et à cet égard, la gabelle donc, est une figure particulièrement éloquente qui évoque à la fois la contrebande et la figure du gabelou. D'autres impôts particuliers sur la dépense sont les impôts sur la consommation des produits de luxe. Les impôts sur la consommation des produits de luxe pèsent essentiellement sur les contribuables plus riches. Ils semblent plus acceptables du point de vue de la justice fiscale et présentent l'intérêt de ne pas restreindre la liberté des contribuables de dépenser, parce qu'au fond, ce type d'impôt est subi uniquement par ceux qui choisiront d'y être soumis. Le contribuable pourrait s'abstenir d'une dépense de luxe. Force est toutefois de constater que la notion de luxe, naturellement, est imprécise, varie en fonction des lieux et des époques, et qu'il peut sembler à certains qu'il y a là une part d'arbitraire de l'État, voire d'intervention dans le cours des activités privées, assez regrettable. S'agissant des faiblesses de ce type d'impôt, donc l'impôt sur la consommation des produits de luxe, il convient de relever leur faible productivité. En effet, ces impôts sur les produits de luxe vont frapper une infime partie de la consommation. De plus, ce type d'imposition peut avoir des effets économiques négatifs à partir du moment où il se répercute non seulement sur les acheteurs, mais aussi indirectement sur les producteurs. Donc on peut avoir dans l'idée de taxer les dépenses de produits de luxe à travers peut-être d'autres modalités d'imposition. Il faut enfin mentionner les impôts sur les dépenses de produits de consommation courantes. Je parlais tout à l'heure des impôts sur les dépenses portant sur les produits de première nécessité. Cette fois-ci, il s'agit d'impôts sur les dépenses de produits de consommation courantes, donc par exemple consommation d'alcool, de café, etc. On peut en attendre un rendement relativement élevé, et la consommation de ce type de produit est en effet importante. Donc ce sont des dépenses qui vont constituer une matière imposable tout à fait significative, qui permettront au trésor public de se procurer des recettes assez importantes. Et puis, disons, au titre des avantages de ce type d'imposition, on doit souligner que l'imposition des dépenses de produits de consommation courante apparaît plutôt équitable parce qu'elle porte sur des dépenses qui ne sont ni de luxe, ni absolument nécessaires à la vie quotidienne, et donc sont sensiblement proportionnelles aux ressources. Néanmoins, si l'on pratique un taux d'imposition trop élevé dans ce domaine, cela peut avoir malgré tout un rôle négatif sur la consommation, si bien qu'un État peut là aussi hésiter à choisir
cette forme d'impôt particulier sur la dépense. Alors, je le disais à l'instant, à côté de ces formes d'imposition de la dépense, que sont les impôts particuliers, il y a la possibilité d'avoir recours à un impôt général sur la dépense, et nous allons le voir, en tout cas à certains égards, c'est une modalité d'imposition de la dépense qui est peut-être plus facilement recevable. L'impôt général sur la dépense, c'est un impôt qui frappe toutes les dépenses. On parle d'impôt général sur la dépense ou de taxe sur le chiffre d'affaires. Les deux expressions sont synonymes. Un tel impôt peut prendre plusieurs formes. Et pour bien les distinguer, au fond, le mieux est de partir d'un exemple, un exemple de situation à laquelle les différentes formes de cet impôt général sur la dépense seront appliquées. Nous allons prendre l'exemple d'un fabricant de caoutchouc qui cède pour 100 € son produit, le caoutchouc donc à un fabricant de bottes, et le fabricant de bottes, lui, cède son produit, les bottes, à un grossiste pour 200 €, et le grossiste, lui, cède à son tour le produit à un commerçant pour 300 €, et le commerçant vend ce produit pour 400 € à son client. Alors, si l'on prend la première modalité d'impôt général sur la dépense, c'est-à-dire la taxe unique à la production, qu'advient-il ? Dans le cas où l'on a recours à cette taxe unique à la production, l'impôt sur la dépense prend la forme d'une taxe perçue à un seul stade du circuit économique que l'on vient de décrire, le stade de la production. Donc, si l'État veut prélever 100 € par le moyen d'un tel impôt, il va devoir instituer un impôt dont le taux est de 100%, sur la fabrication du caoutchouc cédé à 100 €. Cette taxe sera alors incorporée dans le prix de vente par les intéressés, et ce montant va se répercuter finalement sur le consommateur qui, en bout de chaîne, va supporter le montant de l'impôt. C'est une imposition qui est a priori séduisante, parce qu'elle semble au fond relativement simple. On applique 100% au stade de la fabrication, et puis libre est le fabricant de répercuter, ainsi que toutes les autres étapes du circuit de consommation. Mais en réalité, c'est une pratique qui se heurte à un certain nombre de difficultés. D'abord parce que les producteurs peuvent chercher à soustraire à l'impôt une partie de leur activité. Donc le fabricant de caoutchouc qui produit 1 tonne de matériaux peut déclarer simplement 700 kilos. Et il va donc falloir imaginer toutes sortes de mécanismes de contrôle pour traquer ces pratiques. Et d'autre part, la mise en place d'un impôt de ce type suppose que soit défini ce qu'on entend par acte de production. Et cela peut se révéler dans un certain nombre de cas tout à fait délicats. Par exemple, en matière d'industrie textile, est-ce qu'il faut considérer que la production est achevée quand la filature a réalisé le fil de coton, ou bien lorsque le tissu a été fabriqué, ou bien lorsque les vêtements ont été confectionnés? D'ailleurs, au fond, on pourrait tout à fait reprendre cet exemple également dans d'autres domaines. Autre modalité d'aménagement de l'impôt général sur la dépense, c'est la taxe unique à la consommation. Compte tenu des difficultés que nous venons d'évoquer, difficultés techniques, on peut avoir recours à cette autre forme. Et la taxe unique à la consommation, c'est autre chose. Dans cette perspective, le produit est frappé par l'impôt chez le commerçant, donc à un autre stade. Dans ce cas, si l'État veut prélever 100 € sur le circuit économique qui va de la fabrication de caoutchouc à la vente de bottes, il va falloir créer un impôt au stade de la consommation au taux de 25%. Comme dans le cas précédent, on a affaire là à un système qui présente certains inconvénients parce que les détaillants sont bien plus nombreux que les producteurs et par conséquent, pour s'assurer que certaines ventes n'ont pas été dissimulées, l'administration fiscale va devoir procéder à des contrôles extrêmement nombreux, raison pour laquelle on peut choisir de se tourner vers d'autres formes d'impôts généraux sur la dépense. Il y a là la taxe cumulative sur la dépense, par exemple, qui est une troisième forme de l'impôt général sur la dépense. Et cette taxe cumulative sur la dépense
c'est un impôt qui va frapper en cascade chacune des transactions intervenant tout au long du circuit économique, de la production jusqu'à la vente par le commerçant. D'après ce mécanisme, l'État peut pratiquer des taux d'imposition plus faibles pour se procurer la somme qu'il souhaite prélever sur un circuit économique. Autre avantage avec ce système, la fraude est moins redoutable parce que si une transaction est dissimulée, elle échappe à l'imposition, mais une imposition aura bien été payée aux étapes précédentes et aux étapes suivantes. Mais néanmoins, la taxe cumulative sur la dépense présente aussi des inconvénients multiples. D'abord parce que l'impôt est cumulatif. Il est donc en partie assis sur l'impôt lui-même et risque d'augmenter très nettement les prix au final. Ensuite parce que cet impôt pénalise les circuits longs. Plus il y a de stades de transaction dans un circuit économique, plus l'impôt va trouver d'occasion à s'appliquer. À cela, il faut ajouter qu'un impôt de cette sorte aboutit finalement à une surtaxation des investissements. Dans le cas de figure que nous évoquions, si le fabricant de bottes achète une machine pour la fabrication de ses produits, il va supporter une taxe sur la machine. Par la suite, dans le prix auquel il vendra les bottes, on va donc retrouver au titre de l'amortissement le montant de cette imposition portant sur l'achat de la machine. Et au total, la réalisation de l'investissement va se traduire pour le fabricant de bottes par une augmentation de ses prix, qui aura été liée en partie à l'impôt qu'il aura dû supporter. Donc en définitive, sa compétitivité sera amoindrie en raison de l'impôt, alors même qu'il a réalisé un investissement. Donc on le voit vraiment, des limites tout de même assez nombreuses s'agissant de ce type d'imposition. Et puis, il y a une autre forme d'imposition générale de la dépense qui réunit beaucoup moins d'inconvénients, c'est l'impôt sur la valeur ajoutée. L'impôt sur la valeur ajoutée, en quoi cela consiste ? Eh bien, avec l'impôt sur la valeur ajoutée, chaque fois qu'un produit passe par un intermédiaire, celui-ci ajoute de la valeur au produit, et l'idée est donc d'imposer cette valeur ajoutée, cette augmentation de valeur apportée au produit par l'intermédiaire en question. Il est vrai qu'il est délicat de déterminer la valeur ajoutée apportée par chaque intermédiaire, mais la difficulté est résolue grâce au procédé de la déduction. Pour le dire autrement, lors des transactions, le vendeur va prélever un montant d'impôt calculé sur la base du prix de vente hors taxe, donc il va facturer de l'impôt en quelque sorte. Lorsqu'il est lui-même acheteur, il va devoir acquitter auprès du vendeur un montant d'impôt calculé de la même façon sur la base du prix de vente qui lui est fait. Et pour déterminer le montant d'impôt qu'il devra verser au Trésor, il aura tout simplement à déduire de l'impôt qu'il a prélevé le montant d'impôt qu'il a dû supporter. Cette forme d'imposition générale de la dépense présente un grand nombre d'avantages. Le fait que l'impôt soit payé à plusieurs stades n'incite pas à la fraude, parce que pour pouvoir déduire de la taxe que l'on a supportée, il faut prouver qu'elle a effectivement été payée à l'étape précédente. De plus, en limitant l'imposition à la valeur ajoutée, eh bien, il n'y a pas de distorsion fiscale entre les circuits courts et les circuits longs au détriment des circuits longs. Et l'on peut ajouter de la même manière que les investissements ne sont pas surtaxés, mais au contraire favorisés. L'entreprise qui investit dans une machine va pouvoir déduire la taxe qu'elle a supportée au moment de l'achat de l'impôt qu'elle a prélevé et qu'elle doit reverser au Trésor. Donc, c'est un aménagement de l'impôt sur la dépense, et en particulier donc de l'imposition générale sur la dépense, qui est particulièrement judicieux, particulièrement opportune, à la fois du point de vue de l'État et facilement, finalement, ou relativement facilement acceptée par les différents acteurs des circuits économiques jusqu'au consommateur final. Nous aurons l'occasion d'ailleurs de revenir de façon plus détaillée sur cet impôt sur la valeur ajoutée, parce que à partir de ce schéma général, eh bien,
le législateur français a mis en place ce que l'on appelle la taxe sur la valeur ajoutée, la très connue TVA, à laquelle de longs développements seront consacrés dans un autre enregistrement. Voyons à présent quelles sont les difficultés que soulève de façon générale l'imposition de la dépense, par-delà même, je veux dire, les inconvénients des différentes modalités d'aménagement de ce type d'imposition. L'imposition de la dépense peut présenter un réel intérêt pour l'État, mais elle s'expose également à bon nombre de critiques. Premièrement, d'un point de vue budgétaire, ce type d'impôt offre un bon rendement, mais semble très lié à la conjoncture. Et c'est le cas. L'impôt sur la dépense, de façon générale, quel que soit son aménagement, constitue une ressource prospère en temps de croissance, mais aussi une ressource qui faiblit nettement quand, en période de crise, la consommation des ménages recule et lorsque l'activité économique ralentit. Deuxièmement, du point de vue de la justice fiscale, on peut reprocher à cet impôt de ne pas tenir compte des facultés contributives de chacun. Il pèse plus lourdement sur les plus favorisés et ne paraît pas se prêter à la progressivité. Et certains économistes ont réfléchi à la possibilité d'introduire de la progressivité dans ce type d'imposition, mais jusqu'à présent en tout cas, les propositions formulées en ce sens ne sont pas apparues très réalistes et se sont avérées en vérité impraticables. Donc, concernant ce type d'impôt, la recherche de justice fiscale se traduit essentiellement par la mise en place de taux différenciés, des taux plus faibles frappant les dépenses de première nécessité ou de consommation courante, et des taux plus élevés s'agissant des produits de luxe. Enfin, troisièmement, l'impôt sur la dépense s'expose également à des critiques d'ordre économique. Ce type d'impôt peut être considéré comme un facteur de hausse des prix dans la mesure où il s'incorpore directement au prix du produit ou du service taxé. Et de ce fait, l'impôt sur la dépense aboutit à réduire la consommation et pourrait constituer même un facteur de déflation. Néanmoins, cet impôt présente l'intérêt d'inciter à l'épargne, car la richesse n'est ici taxée que dans la mesure où elle est dépensée. Nous abordons à présent l'opposition entre les impôts directs et les impôts indirects. Il y a là une distinction qui est l'une des plus anciennes et des plus couramment employées en droit fiscal. Et cette distinction impôts directs, impôts indirects était à l'origine relativement simple. Les impôts directs désignaient les impôts qui frappaient directement la terre, les personnes, l'habitation. Quant aux impôts indirects, ils portaient sur les objets de consommation ou sur des services rendus. Mais en raison de la multiplication des formes d'impôts, en raison de la variété croissante des techniques, de la complexification de la technique fiscale, cette distinction a progressivement perdu de sa valeur. Donc nous allons essayer de faire le point sur cette opposition impôt direct, impôt indirect. La détermination du caractère direct ou indirect de l'impôt a longtemps revêtu un intérêt réel du point de vue juridique. Le contentieux des impôts directs relevait de la juridiction administrative, là où le contentieux des impôts indirects relevait du juge judiciaire. En outre, la distinction commandait l'administration compétente pour établir et recouvrer l'impôt. Actuellement, l'intérêt de la distinction est davantage d'ordre économique que juridique. Les notions d'impôt direct et d'impôt indirect permettent de désigner des impositions qui ne produisent pas les mêmes effets économiques. En particulier, elles n'agissent pas de la même façon sur l'inflation et n'ont pas les mêmes conséquences en termes de redistribution, mais donc la portée juridique de la distinction ou son intérêt, disons, du point de vue juridique, est à revoir à la baisse. Pour distinguer les impôts directs et les impôts indirects, il est possible de s'appuyer sur des critères juridiques ou sur des critères économiques. Voyons d'abord le critère juridique de distinction des impôts directs et des impôts indirects.
Le critère juridique a longtemps été proposé pour distinguer impôt direct d'un côté et impôt indirect. Et dans cette perspective, eh bien, étaient directs les impôts perçus par voie de rôle nominatif, ce qui désigne le rôle nominatif, une liste alphabétique de contribuables tenue par l'administration et indiquant pour chaque contribuable la base d'imposition et la somme à payer. Et les impôts indirects, quant à eux, étaient les impôts qui étaient perçus sans rôle nominatif, mais à l'occasion d'événements constatés par l'administration au fur et à mesure de leur réalisation. Ce critère de distinction présentait, on le perçoit immédiatement, l'avantage de la simplicité. Les impôts directs et indirects se distinguaient au fond par leur mode de recouvrement, c'est-à-dire compte tenu d'un élément de procédure, et il résultait de l'application de ce critère deux ensembles cohérents. D'un côté, les impôts directs perçus par voie de rôle, avec une périodicité régulière, et puis d'un autre côté, les impôts indirects perçus à l'occasion d'événements se produisant sans régularité. La technique du rôle est adaptée aux impôts qui ont une périodicité régulière et qui peuvent donner lieu à la rédaction d'une liste dressée à l'avance. C'est le cas par exemple des impôts qui frappent les revenus des immeubles. Au contraire, pour les impôts qui dépendent d'événements sans périodicité régulière, on ne peut pas procéder par voie de rôle. Il faut déterminer la dette du contribuable au moment où l'événement survient. Et donc le paiement de l'impôt intervient immédiatement à ce moment-là. Ce critère du rôle nominatif permet de distinguer donc les impôts directs et les impôts indirects, est simple, pratique, on en perçoit immédiatement la signification, mais en même temps, c'est un critère qui apparaît contestable parce qu'il ne fait pas dépendre le classement d'un impôt dans une catégorie de la nature de l'impôt, des traits spécifiques de l'imposition, mais d'un élément de procédure qui est très instable. Il suffit que le législateur modifie la procédure de recouvrement de tel impôt et celui qui était un impôt direct deviendra un impôt indirect et inversement. Aujourd'hui, en outre, une qualification reposant sur le critère du rôle n'a pas un grand intérêt parce qu'elle apparaît peu opératoire. Elle ne commande plus en France la répartition des compétences juridictionnelles, même si on la distingue encore quelque peu. Elle n'est plus déterminante à elle seule. Et en somme, ce critère juridique de distinction des impôts directs et indirects est donc dorénavant peu viable et même peu pertinent. On préfère se tourner vers un critère économique pour établir cette distinction entre les impôts directs et les impôts indirects. Et donc ça donne aussi sa portée à cette distinction aujourd'hui. Sur le plan économique, il faut savoir que deux critères ont été proposés. Le premier a été avancé il y a fort longtemps par Edgar Alix, juriste du début du XXe siècle. Et ce critère, c'est la stabilité des éléments d'imposition. Dans cette analyse, l'impôt direct, eh bien, c'est celui qui frappe des situations stables, telles que la possession d'un bien ou la jouissance d'un revenu. Quant à l'impôt indirect, c'est celui qui frappe des faits occasionnels de production ou de consommation. En d'autres termes, le verbe avoir ou être appelle l'impôt direct, tandis que le verbe faire appelle l'impôt indirect, si l'on reprend donc cette formule classique d'Alix. En dépit de son grand intérêt, c'est une approche qui est difficile à adopter malgré tout parce qu'elle présente le défaut d'être très subjective. Dans les économies modernes, la frontière est très mouvante entre ce qui peut être regardé comme un élément d'imposition stable et ce qui doit être considéré comme un élément instable. On peut donc préférer un autre critère pour asseoir cette distinction économique entre les impôts directs et les impôts indirects. Et cet autre critère de la distinction dans le domaine économique, c'est celui de l'incidence, de la répercussion de l'impôt. Dans cette optique, l'impôt direct, c'est celui qui est effectivement supporté par celui qui le paie. Le salarié, qui n'a que son salaire comme revenu, eh bien, supporte l'impôt sur le revenu. Il n'y a aucun moyen pour lui de répercuter le poids de cet impôt sur une tierce personne. Quant à l'impôt indirect, eh bien, c'est l'impôt
qui n'est pas supporté par celui qui le paye, parce que celui qui le paye a la possibilité de le répercuter économiquement sur une autre personne. Cette distinction connaît un fort succès, même si elle n'est pas forcément facile à utiliser en pratique, parce que, naturellement, la répercussion de l'impôt est un phénomène complexe, aléatoire, qui dépend de la conjoncture économique, qui dépend de l'offre et de la demande. Et une société, par exemple, en situation de quasi-monopole, peut se permettre de répercuter la totalité de ses charges fiscales sur le client à travers les prix qu'elle pratique. En revanche, dans une situation de pleine concurrence ou de crise, une entreprise ne peut répercuter aussi facilement ses charges fiscales. Et donc, un impôt direct en période de récession pourrait même devenir, au fond, indirect en période de prospérité, dès lors qu'il est plus facile d'en répercuter la charge en phase de croissance. En définitive, on le voit, la recherche d'un critère universellement valable pour établir, disons, pour le dire mieux, pour établir cette distinction, la recherche d'un critère universellement valable permettant d'établir cette distinction impôt direct, impôt indirect, paraît assez vaine en ce qui concerne donc cette distinction traditionnelle. C'est en réalité une distinction qui apparaît au fond comme un exemple caractéristique de survivance d'une notion juridique, d'une catégorisation juridique qui progressivement a été vidée de sa portée, de son contenu juridique en raison de l'apparition de nouveaux impôts, de nouvelles techniques fiscales. Et ce qu'il reste au fond, c'est que la distinction subsiste sans être irrémédiablement condamnée parce qu'elle permet malgré tout de désigner quelque chose de structurant du système fiscal français notamment. Et puis, en droit, on perçoit, disons, une forme de persistance de la distinction dans le droit positif français, puisque le Code général des impôts continue d'afficher une distinction impôt direct et impôt indirect, même si, à bien des égards, elle ne recouvre plus grand-chose en réalité. Plus profondément, disons que cette distinction, impôt direct, impôt indirect, constitue aujourd'hui surtout, voire essentiellement, un cadre d'analyse commode, utile, même si sa valeur absolue n'est pas établie, pour aborder des problèmes complexes tels que celui, par exemple, de la justice fiscale. Quelles sont les grandes évolutions des impôts directs et des impôts indirects? C'est la question qui va retenir notre attention à présent. Eh bien, les impôts directs du XIXe siècle s'opposaient fondamentalement à ceux que nous connaissons depuis le siècle dernier. Les impôts directs du XIXe siècle présentaient principalement trois caractéristiques. Il s'agissait d'impôts indiciaires, établis à partir des signes extérieurs de richesse. C'était également des impôts réels, c'est-à-dire qu'ils ne prenaient pas en considération la personne du contribuable, mais la matière imposable. Et enfin, il s'agissait d'impôts proportionnels, puisque leur taux ne variait pas en fonction de l'importance de la matière imposable, à la différence des impôts progressifs. Les impôts directs contemporains sont bien différents. Ce sont des impôts déclaratifs, établis à partir de la déclaration des contribuables, et non pas sur la base d'indices observés par l'administration. Ce sont également des impôts personnels, c'est-à-dire des impôts qui prennent en considération, outre la matière imposable, la situation personnelle du contribuable. Enfin, il s'agit souvent d'impôts progressifs, c'est-à-dire d'impôts dont le taux augmente au fur et à mesure que la matière imposable est plus importante. En ce qui concerne les impôts indirects, l'évolution est également considérable. Au XIXe siècle, ces impôts étaient centrés sur des produits en particulier. C'étaient par ailleurs des impôts spécifiques, calculés en unités monétaires par quantité de matière imposable. Et désormais, l'imposition générale de la dépense est prépondérante. De plus, ce sont des impôts ad valorem, pour le dire en d'autres termes, un pourcentage est appliqué à une assiette. En ce qui concerne les controverses relatives aux impôts directs et indirects, le débat traditionnel concernant l'intérêt relatif ou comparé des impôts directs et des impôts indirects peut être présenté schématiquement de la façon suivante. L'impôt direct
est considéré comme un impôt juste, mais à faible rendement. L'impôt indirect est moins juste, mais il est plus productif. Plus précisément, l'impôt direct est perçu comme un impôt juste parce que c'est un impôt qui peut être personnalisé, qui peut être adapté à la situation de chaque contribuable. En même temps, son rendement pose problème, il est toujours perçu avec retard, et par exemple, dans le système fiscal français, on le voit bien, l'impôt sur le revenu, impôt direct, entre en principe dans les caisses de l'État 1 an au moins après que le revenu imposé a été perçu. Et puis, c'est un impôt, l'impôt direct, qui voit son rendement diminuer pour des raisons d'ordre économique et social. Pour personnaliser l'impôt, toutes sortes d'abattements, d'exonérations, de réductions d'impôts sont créés, qui vont finalement aboutir à des recettes moins élevées que celles qu'aurait pu procurer cet impôt direct. Enfin, toujours sur ce terrain, l'impôt direct est un impôt généralement connu du contribuable, identifié clairement par lui. Et donc, c'est un impôt qui va être vécu plus douloureusement, qui a rarement bonne réputation. Il suffit d'ailleurs à cet égard de se référer encore une fois à l'impôt sur le revenu français, qui n'est pas un impôt qui procure à l'État la majeure partie de ses ressources fiscales, mais qui est l'un des impôts les moins populaires qui soit. Alors même que c'est un impôt qui se traduit par un prélèvement bien moindre, par exemple, que la TVA, impôt indirect. En ce qui concerne l'impôt indirect, c'est un impôt que l'on présente traditionnellement comme peu juste, en tout cas moins juste que l'impôt direct. C'est un impôt qui intervient à l'occasion d'une transaction et qui ne peut tenir compte par conséquent de la situation individuelle du contribuable. Les titulaires de revenus modestes sont frappés tout comme ceux de hauts revenus. D'ailleurs, on le perçoit bien à travers l'exemple de la TVA. Et au fond, l'impôt indirect apparaît d'autant plus lourd que les moyens du contribuable sont modestes. En même temps, l'impôt indirect est un impôt très productif, en tout cas un impôt qui, s'il est bien aménagé, peut être extrêmement productif. Son rendement suit l'activité économique. Et encore une fois, l'exemple de la TVA, impôt qui sera traité en tant que tel dans un des enregistrements suivants, est particulièrement significatif à cet égard. De même, l'impôt indirect est un impôt dont le recouvrement est facile ou facilité. L'État se décharge sur les artisans, sur les commerçants, sur les industriels qui font office de collecteurs d'impôts à titre bénévole. Donc un impôt qui présente vraiment, en dépit de son caractère peu juste, beaucoup de mérite du point de vue du Trésor public. Le débat sur les mérites et les défauts de ces grandes catégories d'imposition a évolué, il a progressivement intégré des éléments nouveaux, et l'évolution des techniques fiscales au cours des 60 dernières années a conduit finalement à modifier quelque peu les termes de la controverse sur l'intérêt comparé des impôts directs et indirects. C'est ainsi que l'impôt direct est devenu un impôt au rendement convenable, grâce notamment à la déclaration de la base d'imposition par des tiers, grâce aussi à des mécanismes de retenue à la source, ou encore grâce à la liquidation de l'impôt par les contribuables eux-mêmes. Et le décalage constant entre la constatation de l'enrichissement du contribuable et le paiement de l'impôt a été beaucoup réduit. Parallèlement, l'apparition d'un impôt général sur la dépense a permis de personnaliser quelque peu l'impôt indirect. C'est un impôt, on songe ici naturellement à la TVA à nouveau, qui frappe toutes les dépenses, et un impôt dans le cadre duquel on peut pratiquer plusieurs taux, plutôt faibles sur des produits de première nécessité, plutôt élevés sur d'autres biens. Donc en ce sens, l'impôt indirect s'avérerait finalement moins injuste. Bon, ce sont des propos que naturellement il faut immédiatement relativiser parce que la personnalisation est quand même assez lâche, qui procède de ces choix de taux. Et puis, on peut y voir une part d'arbitraire de l'État dans la détermination de ce qui doit être reconnu ou pas comme étant de première nécessité. En tout cas, d'arbitraire, quelque chose, un choix unilatéral qui ouvre la discussion sur cette notion de première nécessité.
En définitive, la question de savoir s'il faut préférer les impôts directs ou les impôts indirects reçoit des réponses très nuancées compte tenu des avantages et des inconvénients comparés de chacune de ces catégories d'impôts. Et aujourd'hui, l'idée générale est surtout d'équilibrer la part respective des impôts directs et des impôts indirects dans un régime fiscal étatique, dans le régime fiscal d'un État. On peut ainsi chercher à compenser les faiblesses des uns par les avantages des autres.